Dans les années 1980 aux États-Unis, une hystérie collective naît autour des rituels sataniques. Un terme fourre-tout qui est censé mettre en lumière une conspiration de l'occulte, qui comprend des rituels, des sacrifices d'hommes et d'enfants, et qui va jusqu'aux rumeurs de réseaux pédophiles. Ce qui entraîna bien entendu un très grand nombre de procès judiciaires. Nous allons donc ensemble essayer de traiter au mieux ce sujet, en ciblant spécifiquement la vague de prétendus abus rituels aux États-Unis. En 1980 aux États-Unis, le SRA pour Satanic Ritual Abuse, littéralement abus rituel satanique, génère une psychose collective au sein de la communauté américaine. Le sujet éclate au grand jour avec la publication du livre Michelle Remembers, une autobiographie écrite par Michelle Smith et son mari psychiatre Lawrence Pasder. Dans ce livre, la Canadienne Michelle Smith raconte ses entretiens avec son psychiatre. Elle est d'abord traitée pour dépression, puis est ensuite soumise à une thérapie visant à découvrir des souvenirs enfouis, par le biais notamment de l'hypnose régressive, afin de déceler la source de ces maux et découvrir des souvenirs refoulés. Après plus de 600 heures d'hypnose sur 14 mois, des souvenirs oubliés ressurgissent. Elle se souvient avoir été enfermée en cage, abusée sexuellement lorsqu'elle avait 5 ans par une communauté satanique rattachée à l'église de Satan, dont faisait partie sa mère. Elle se souvient également de meurtres de bébés, sacrifiés au cours d'obscurs rituels. Les faits se seraient déroulés dans la ville de Victoria, et les rituels auraient eu lieu dans le cimetière de la ville. Le livre est rapidement médiatisé et rencontre un succès critique. Michelle Smith est même reçue chez Oprah Winfrey, et le psychiatre Lawrence Pasder est considéré comme un éminent spécialiste grâce à ça. Quelque temps après la parution du livre, Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan et auteur de la Bible satanique, menace Lawrence de le poursuivre en justice pour diffamation, ce qui contraint Lawrence à retirer son propos concernant l'église de Satan qui aurait abusé de Michelle Smith. En parallèle de cette affaire, de nombreux cas fleurissent. Et le fait que les thérapies alternatives comme l'hypnose régressive soient en vogue y est sans doute pour quelque chose. De plus, la mentalité des gens à cette époque est particulière. La place de la famille est bousculée aux États-Unis, les femmes travaillent de plus en plus hors du foyer, et les enfants sont régulièrement confiés à des inconnus. Pour bien comprendre le contexte, il faut se dire que les parents pensent que le mal est partout, que Satan guette et est prêt à pervertir n'importe quel enfant innocent, et que la popularité du métal, du punk et du rock'n'roll contribue à alimenter l'affluence des forces occultes. Pour exemple, les Filthy 15, une liste de 15 groupes de musique dénoncés pour leur contenu occulte, sexuel ou pro-drogue. Au cours de cette décennie, une partie des foyers américains vit donc une peur quotidienne. Une peur irrationnelle. Et puisqu'elle n'est pas clairement identifiée, elle est donc protéiforme. C'était quelques décennies auparavant la fièvre rouge du McCarthyisme, et c'est à présent la musique supposément décadente, la babysitter, la drogue, le voisin étrange, ou bien les sectes occultes, plus particulièrement sataniques, qui embrigadent leurs enfants, voire pire. Voilà donc le contexte dans lequel les affaires d'abus rituels fleurissent et gagnent la justice, donnant lieu à des procès ahurissants. La première affaire est celle du couple McQuan, accusé de faire partie d'une secte secrète et d'avoir livré leurs enfants aux pires sévices. Marianne Barbour, la belle-mère de Debbie McQuan, est persuadée que ses petites filles sont maltraitées par leurs parents, qui font partie d'une secte secrète basée dans le comté de Kern. Elle les dénonce à la police, et les petites filles, manipulées, vont accuser leurs parents de les avoir enfermées dans des cages, d'avoir réalisé des snuff movies, et même d'avoir sacrifié des enfants. Les filles vont même accuser l'entourage de leurs parents, la famille Neffen, qui aurait également abusé de leurs enfants, Scott et Brenda Neffen. Ces derniers, après de longs interrogatoires, finiront par accuser leurs parents à leur tour. Ed Jagels, le procureur qui s'occupe de ces affaires, est justement décidé à punir fermement tout abus fait contre les enfants. Une aubaine pour Marianne Barbour, qui parvient à faire condamner les McQuan et les Neffen à la prison à vie sur la seule base de témoignages. Sur les 3 ans qui suivent, 7 affaires d'abus rituels émergent, impliquant une 60aine d'enfants et 29 bébés sacrifiés. La justice elle-même part en croisade contre les abus rituels,
Et des personnalités comme le psychiatre Lawrence Pasder sont reconnues par le ministère public et disposent de fonds gouvernementaux pour financer leurs séminaires et faire la promotion de leurs thérapies alternatives. Ainsi, à mesure que les affaires d'abus rituels naissent, d'innombrables spécialistes du sujet et thérapeutes émergent à leur tour. Cependant, il n'y a toujours pas la moindre preuve concrète, uniquement des témoignages qui se succèdent et qui continuent. Certains partisans de cette conspiration occulte clament haut et fort l'existence d'un complot qui se généralise. C'est le cas en 1986 de Carol Darling, un travailleur social qui déclare devant un grand jury que le complot a atteint le gouvernement, et que les politiciens et les élites sont donc corrompus. Son mari Brad Darling parle même d'un complot satanique créé à l'Antiquité, qui s'est répandu au sein des communautés américaines. En 1987, c'est Geraldo Rivera, un célèbre journaliste de la télévision américaine, qui diffuse une émission spéciale sur les cultes et qui affirme la présence de plus d'1 million de satanistes aux États-Unis, qui seraient liés à un réseau secret. Une toile de fond conspirationniste recouvre le sujet, et y voir clair pour le parent lambda devient compliqué, tant les médias et la justice se font relais des partisans de la conspiration occulte et de l'existence des abus rituels. Revenons en 1983, pour le procès de la crèche McMartin. Une affaire qui eut un impact dans tout le pays, et qui fut à son époque le procès le plus long de toute l'histoire des États-Unis. L'affaire va prendre des proportions démesurées, mais tout commence lorsque Judy Johnson, une mère de famille, accuse son ex-mari ainsi que Ray Buckley, un employé de la crèche, d'avoir violé son fils de 3 ans. Ces accusations impliquent ensuite d'autres employés de la crèche qui seraient impliqués dans des actes zoophiles, et elle va jusqu'à affirmer que Ray Buckley serait capable de voler. Malgré le peu de crédibilité de ses propos, son témoignage permet d'arrêter Ray Buckley. L'interrogatoire de Ray ne donne rien, et la police décide donc de faire circuler à 200 familles une lettre d'information indiquant les soupçons d'abus sur leurs enfants. Un geste qui ne risque pas d'accroître la psychose collective, bien entendu. Les enfants sont interrogés par le Children's Institute International à Los Angeles, une organisation qui protège les enfants contre tout abus. Ils doivent désigner sur des marionnettes les endroits où ils ont été touchés. Et les résultats sont effarants. 450 des enfants interrogés auraient été victimes d'abus par le personnel de la crèche, mais aussi par de nombreux étrangers. Et pas seulement à la crèche, mais aussi dans d'autres écoles, dans un marché, dans des églises, une ferme, des entreprises, et même dans une morgue. Les témoignages parlent d'un réseau de tunnels situé en dessous de l'école, qui mènerait à une chambre secrète. Les enfants auraient été filmés et photographiés. Ils auraient assisté à des sacrifices d'animaux, d'autres enfants auraient subi des viols collectifs, auraient été forcés de pratiquer le cannibalisme, la nécrophilie et j'en passe, c'est déjà assez dégoûtant. Les témoignages décrivent que lors des rituels, les adultes étaient habillés en robe noire et chantaient en cercle autour d'eux. En plus des témoignages, des preuves médico-légales indiquent que 80% des enfants montrent des signes extérieurs d'abus sur leurs organes sexuels, et ils se vérifient grâce aux cicatrices constatées et aux saignements. Les écoles sont perquisitionnées, et 4 écoles sont fermées. En mars 1984, 7 adultes font face à des centaines de chefs d'accusation. Durant la phase préliminaire au procès, les témoignages des enfants se révèlent inutilisables. Après de longues semaines de délibération, toutes les charges seront finalement abandonnées contre les suspects, dont Ray Buckley. Les jurés expliquent alors que selon eux, les enfants ont bien été maltraités, mais pas par les accusés, et sûrement pas dans les circonstances décrites par les enfants, dont les témoignages sont jugés inconsistants. L'existence des supposés tunnels sous l'école ne furent jamais prouvés, et après le fiasco lié au procès de la crèche McMartin qui ne condamna personne mais aura détruit la réputation de beaucoup de monde, le FBI décide de se pencher sur le sujet. Kenneth Lanning, un agent du FBI spécialisé dans les abus sur enfants, réalise une vaste enquête en 1992, dans laquelle il décortique chaque témoignage, qu'il a ensuite catégorisé. Il dut tout d'abord les faits impossibles, comme des descriptions de corps démembrés puis réassemblés, puis des cas improbables, impliquant notamment du vampirisme, et enfin les cas probables, impliquant de la pédophilie, ainsi que les preuves médicales mettant en lumière les abus subis. L'agent ne trouvera finalement rien de concluant. Les importants moyens déployés dans des fouilles et battues n'ont pas permis de trouver de restes humains correspondant aux sacrifices décrits. Aucune preuve concrète de l'existence d'une obscure secte ayant recours à des sacrifices humains ne fut découverte, et aucune preuve n'aura permis de mettre en lumière cette supposée conspiration. En 1996, les McQuan et les Kniffen sont libérés et innocentés, après 14 ans de prison. Environ 150 enfants sont enlevés chaque année aux États-Unis, et les 2 tiers sont âgés de 14 à 17 ans.
Lors de la vague d'hystérie des années 80, les chiffres montaient à 50 000 victimes annuelles, un chiffre soutenu par les partisans du complot et qui est déraisonnable par rapport aux faits et aux données véritables. De plus, le syndrome des faux souvenirs a joué un rôle prépondérant dans cette affaire. Les victimes ont le souvenir réel d'avoir vécu tout ce qu'ils décrivent. De leur point de vue, c'est réel et pourtant, ces faux souvenirs n'ont jamais existé. Ils ne les ont pas réellement vécus. Ipensa a fait une très bonne vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ah, et encore une fois, le terme satanisme est un fourre-tout pour dénoncer un peu tout et n'importe quoi justement. C'est un mot galvaudé et utilisé à tort et à travers, surtout lorsqu'on parle de secte. Mais c'est quoi une secte satanique? Une secte qui sacrifie des hommes lors de leurs rituels? Mais au nom de quoi? Au nom de Satan? On ne sait pas. Autant dire secte sacrificielle. Chaque secte est différente, même si le fonctionnement d'une secte est fondamentalement semblable. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être précis avec les termes que l'on emploie, surtout sur des sujets aussi sensibles et flous. Ici, le satanisme a surtout l'image cliché d'hommes qui se réunissent pour faire des orgies dans le sang. Une figure du mal, pour résumer. Alors je ne suis pas un connaisseur en satanisme, je sais qu'il existe deux courants majeurs, et j'invite les connaisseurs à réagir sur le sujet en commentaire. Je sais en tout cas qu'il n'a rien à voir avec les faits décrits ici. Encore aujourd'hui, ce même type d'affaire existe, à travers l'affaire du trou, où des rumeurs parlent de réseaux sataniques. Ce type d'affaire continue encore aujourd'hui, et même si l'idée d'un réseau satanique caché paraît invraisemblable, le fait est que cette idée est bien présente dans nos esprits. Et cette idée fut une conviction concrète pour beaucoup de gens dans les années 80, au point de porter les affaires en justice. Laisser trop de place à nos doutes, ça peut être dangereux, car on fait des erreurs. La preuve, des innocents furent condamnés par la justice pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis, parfois sur la seule base de témoignages, eux-mêmes basés sur des souvenirs qui finalement n'existaient pas. Le sujet est encore plus délicat ici puisqu'il s'agit d'enfants. Derrière ce théâtre de sacrifices rituels, il y avait probablement des enfants ayant subi de réels abus, mais qui ont été éclipsés par des versions bien plus sensationnelles. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande mes liens sources en description, notamment le site du Greffier Noir qui a très bien synthétisé le sujet et sur lequel je me suis grandement basé pour cette vidéo, ainsi que le film Régression d'Alejandro Amenabar qui traite de ce sujet et qui a motivé mon envie de faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo, qui est un peu plus dense que les autres, vous a plu. N'hésitez pas à apporter des précisions sur l'affaire en commentaire si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Salut.